T'es-tu déjà senti coupable d'un bonheur passé? Comme si une porte que tu avais laissée se fermer il y a des années continuait de grincer dans les couloirs de ta mémoire, te rappelant une histoire inachevée? Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires un refuge pour ton cœur. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est une histoire vraie, une histoire sur la force d'un amour que personne ne pouvait comprendre, et sur un secret gardé par le silence. Avant que nous ne commencions ce voyage, je t'invite à faire partie de notre communauté. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune confidence, et laisse un pouce bleu si tu crois que la vraie valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède. Ton soutien est un cadeau précieux. Merci. Moi, c'est Julia. Je suis infirmière aux urgences de l'hôpital central. Un métier qui vous apprend deux choses, la fragilité infinie de la vie, et la résilience incroyable du cœur humain. Ma vie était réglée, ordonnée. Des gardes de 12 heures, un petit appartement coquet, des collègues que j'appréciais, et un silence. Un silence profond, le soir, quand je rentrais chez moi. Un silence peuplé par le fantôme d'un amour perdu. Son nom était Antonio. Antonio, c'était mon premier, mon grand amour. Nous nous étions rencontrés à la fac. Il était brillant, passionné, un artiste dans l'âme qui voulait devenir ébéniste. Il venait d'une famille simple, modeste. Pour moi, c'était un détail. Pour ma mère, Catherine, c'était un crime. Ma mère, une femme qui avait lutté toute sa vie après le départ de mon père, avait développé une obsession pour la sécurité matérielle. Pour elle, un homme sans situation n'était pas un homme. C'était un risque. Elle a fait de ma vie un enfer. Des piques incessantes. Des soupirs de déception. Des phrases assassines. Il ne t'offrira jamais la vie que tu mérites. Tu vas finir comme moi, à te tuer au travail pour deux. Elle a miné notre amour, goutte à goutte, avec le poison du mépris social. Antonio, un homme fier et sensible, n'a pas supporté. Il a vu le doute dans mes yeux, la fatigue de me battre sur deux fronts. Et un jour, il est parti. Il a quitté la ville, me laissant avec une lettre pleine de douleur et d'amour, me disant qu'il ne pouvait pas être l'encre qui m'empêcherait de naviguer vers la vie que je méritais. Mon cœur s'est brisé ce jour-là. Et il n'a jamais vraiment guéri. Mon histoire, notre histoire, a vraiment commencé 5 ans plus tard. Un soir de novembre glacial et pluvieux. Je sortais d'une garde épuisante. Les rues étaient désertes, balayées par un vent qui vous transperçait jusqu'au haut. En passant près d'un square, mon regard a été attiré par une silhouette recroquevillée sur un banc, sous un abribus qui ne protégeait de rien. Un sans-abri. Ce n'était malheureusement pas une vision rare. Mais quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il essayait de se protéger du froid, a touché une corde sensible en moi. Poussée par mon instinct d'infirmière, et peut-être par une solitude qui cherchait un écho, je me suis approchée. Je voulais lui proposer un café chaud, lui indiquer l'adresse du foyer le plus proche. « Monsieur, vous allez bien ?» L'homme a lentement relevé la tête. Et le temps s'est arrêté. Le visage que j'ai vu sous la barbe de plusieurs jours, sous la crasse et la fatigue, était un visage que je connaissais par cœur. Des traits fins, des yeux sombres et profonds, cette petite cicatrice au-dessus du sourcil. C'était le visage d'Antonio. Mon souffle s'est coupé. Mon cerveau a refusé de croire. C'était impossible. Antonio, mon Antonio, dans cet état? Le cœur battant à tout rompre, j'ai murmuré son nom. Antonio, l'homme a eu un sursaut. Son regard a croisé le mien pendant une fraction de seconde. J'y ai vu une panique, une honte si profonde qu'elle m'a physiquement fait mal. Puis, il a immédiatement baissé les yeux, ramenant son visage dans l'ombre de sa capuche, comme pour disparaître. Cette réaction. C'était la confirmation. C'était lui. Mon Antonio. Humilié. Brisé. Le voilà, le résultat de ta lâcheté, m'a hurlé une voix dans ma tête. Voilà l'homme, sans avenir, que ta mère a détruit et que tu n'as pas su retenir. Une vague de culpabilité, plus puissante que toutes les vagues de chagrin que j'avais connues, m'a submergé. Je ne pouvais pas le laisser là. C'était impensable. C'était une trahison de tout ce que nous avions été. Antonio, c'est moi, Julia, et je dis doucement, m'agenouillant devant lui malgré le sol trempé. S'il te plaît. Viens avec moi. Laisse-moi t'aider. Il n'a pas répondu. Il restait prostré, tremblant de froid ou de honte, je ne savais pas. Je n'ai pas insisté. J'ai posé ma main sur son bras. Je ne pars pas sans toi. Je suis restée là, à côté de lui, en silence, pendant ce qui m'a semblé une éternité. La pluie redoublait.
Finalement, comme un animal traqué qui n'a plus la force de fuir, il a hoché la tête. Le ramener chez moi a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Le regard des quelques passants. Le chauffeur de taxi qui a hésité à nous prendre. Dans l'ascenseur, l'odeur de la rue, de la misère, emplissait la petite cabine. Mais tout ce que je voyais, c'était l'homme que j'avais aimé. Une fois dans mon appartement, il est resté près de la porte, comme s'il avait peur de souiller mon parquet. Il ne parlait toujours pas. Il ne me regardait pas. J'ai agi en mode infirmière. Doucement, sans poser de questions, je l'ai guidé vers la salle de bain. J'ai fait couler une douche chaude. Je lui ai laissé des vêtements propres, des vêtements de mon père que j'avais gardés. Pendant qu'il se lavait, j'ai préparé une soupe chaude. Quand il est sorti, il était transformé. La barbe avait disparu, rasée de près. Les cheveux, encore humides, étaient propres. Sans la saleté, le visage était bien le sien, mais marqué par une fatigue et une tristesse infinie. Il portait le vieux pull de mon père. Il flottait un peu dedans. Il avait l'air d'un enfant perdu. Il s'est assis à ma table et a mangé la soupe en silence, sans jamais lever les yeux de son bol. Je n'ai pas osé lui demander ce qui lui était arrivé. Comment l'ébéniste talentueux était-il devenu un fantôme sur un banc public? La honte qui émanait de lui était un mur si épais que je n'osais pas le franchir. Je me suis dit que les mots viendraient plus tard. Pour l'instant, il avait besoin de sécurité. De chaleur. De silence. Il est resté. Il a dormi sur le canapé cette nuit-là. Et la nuit d'après. Et les semaines sont devenues des mois. Le silence a été son refuge. Il ne parlait presque pas. Il répondait à mes questions par des hochements de tête. Quand je l'appelais Antonio, il ne me corrigeait pas. J'ai mis ça sur le compte du traumatisme. Je me disais qu'il avait peut-être perdu une partie de sa mémoire, ou que le passé était trop douloureux à évoquer. J'ai décidé de ne pas le brusquer. J'allais lui laisser le temps de guérir. Lentement, très lentement, l'homme brisé a commencé à laisser place à un homme. Il a commencé à m'aider. Une étagère à réparer, une fuite sous l'évier. Ses mains, même après des années d'errance, n'avaient pas oublié comment travailler, comment créer, comment soigner les objets. Il y avait en lui une douceur, une délicatesse qui me rappelait l'Antonio que j'avais connu. Il s'occupait de mes plantes avec une tendresse infinie. Il me préparait parfois le café le matin, avant que je ne parte travailler. C'étaient de petits gestes, des mots silencieux qui disaient « merci ». Et moi, je tombais amoureuse une seconde fois. Pas de l'artiste flamboyant de ma jeunesse, mais de cet homme silencieux et blessé. Je voyais en lui une âme pure que la vie avait piétinée. Le soigner, prendre soin de lui, c'était une façon de réparer le passé. De me racheter. Bien sûr, le monde extérieur, lui, ne voyait pas ça. Il ne voyait que les apparences. Mes collègues ont commencé à chuchoter. Tu sais, Julia, elle a recueilli un clochard. Elle croit que c'est son ex, la pauvre, elle est obsédée. C'est dangereux, elle ne sait rien de lui. Les invitations à dîner se sont faites plus rares. Mes amis me regardaient avec un mélange de pitié et de dégoût. Le pire, bien sûr, a été ma mère. Quand elle l'a vu pour la première fois, elle a failli avoir une attaque. Mais, c'est lui, a-t-elle sifflé, le visage déformé par la colère. Après tout ce que j'ai fait pour t'en débarrasser, tu me le ramènes à la maison? Et dans quel état? Un vagabond. Je te l'avais dit, Julia. Je t'avais dit que cet homme était un moins que rien. Il a fini là où il devait être, dans le caniveau, et tu l'en as sorti. J'ai essayé de la défendre, de lui expliquer. Mais c'était comme parler à un mur. Tu as ruiné ta vie, Julia. Tu fais honte à la mémoire de ton père. Le mettre dehors, immédiatement. J'ai refusé. Pour la première fois de ma vie, je lui ai tenu tête. C'est ma vie, maman. Et il reste. Elle est partie en claquant la porte. Elle ne m'a plus adressé la parole pendant des mois. Je me suis retrouvée seule, dans une forteresse assiégée par le jugement du monde. Mais à l'intérieur de cette forteresse, il y avait lui. Antonio. Et son silence était devenu mon refuge. Un soir, alors que nous regardions un vieux film, il a posé sa main sur la mienne. C'était la première fois qu'il initiait un contact physique. Ce geste, si simple, a fait voler en éclats des mois de solitude et de tension. Ce soir-là, nous ne sommes pas restés sur le canapé. L'amour que nous avons fait n'était pas passionné. Il était tendre, triste, une rencontre de deux solitudes qui cherchaient un peu de chaleur dans la nuit. C'était une façon de dire, sans les mots, je suis là.
2 mois plus tard, j'ai su. J'étais enceinte. L'annonce de ma grossesse a été la détonation qui a fait exploser le peu de monde social qu'il me restait. À l'hôpital, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La pauvre Julia, enceinte d'un SDF amnésique, le harcèlement n'était plus chuchoté. Il était ouvert. Des blagues cruelles, des regards méprisants. J'ai dû prendre un congé anticipé. Ma mère, quand elle l'a appris par une de ses amies, a débarqué chez moi, folle de rage. Un enfant? Tu vas avoir un enfant avec cet homme? Un enfant de la rue? Tu as perdu la tête. Tu vas élever un bâtard qui n'aura même pas de nom. Je te renie, tu n'es plus ma fille. Ces mots m'ont blessée, bien sûr. Mais étrangement, ils m'ont aussi donné une force nouvelle. La lionne en moi, la mère, s'est réveillée. Je n'étais plus seule à défendre. J'avais mon enfant à protéger. J'ai regardé Antonio, qui avait assisté à la scène, pétrifié. J'ai pris sa main. Nous nous en sortirons, lui ai-je murmuré. Tous les trois, pendant ma grossesse, il a été merveilleux. Il ne parlait toujours pas beaucoup de son passé, mais il parlait de notre futur. Il a transformé la plus petite pièce de l'appartement en une chambre de bébé adorable, en fabriquant lui-même des meubles avec du bois de récupération. Il me massait les pieds le soir. Il posait sa main sur mon ventre et je sentais le bébé bouger sous sa paume. Pour la première fois depuis des années, j'étais profondément, sereinement heureuse. J'avais ma famille. Peu importait ce que le monde en pensait. J'ai essayé, doucement, de l'aider à retrouver la mémoire. Je lui ai montré des vieilles photos de nous, du vrai Antonio. Il les regardait avec une expression de confusion et de douleur. Il touchait parfois sa tête, à l'arrière du crâne, comme s'il y avait une blessure invisible. Je me suis dit qu'il avait dû subir un choc, un accident, qui avait effacé une partie de sa vie. Mais ça ne changeait rien à mes sentiments. L'homme que j'aimais, c'était celui qui était avec moi maintenant. Je fais une pause ici, au seuil de la plus grande des révélations. Imagine. Tu as tout sacrifié pour cet amour. Tu as affronté le monde entier. Tu es heureuse, malgré tout. Est-ce que la vérité sur le passé de cet homme compte encore vraiment pour toi? Ou est-ce que l'amour que vous avez construit est la seule vérité qui vaille? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Car la vérité était sur le point de frapper à ma porte. Reprenons. L'accouchement s'est déclenché avec 3 semaines d'avance. Ce fut long, difficile. Mais il a été là, à chaque seconde. Il m'a tenu la main, il a essuyé mon front, il m'a murmuré des mots d'encouragement. Quand notre fils, Léo, est né, il a pleuré. C'était la première fois que je le voyais pleurer. Des larmes de joie pure. Le bonheur a été de courte durée. Quelques heures après la naissance, le pédiatre est venu nous voir, le visage grave. Léo avait un problème. Une maladie sanguine rare, une forme d'anémie sévère. Il avait besoin d'une transfusion immédiate, et probablement, plus tard, d'une greffe de moelle osseuse. Nous devons tester les 2 parents immédiatement, a dit le médecin. Pour la compatibilité sanguine, et pour le registre des donneurs de moelle. C'est là que le premier grain de sable s'est glissé dans les rouages de ma certitude. Quand on a testé Antonio, son groupe sanguin était O négatif. Le mien, A positif. Le vrai Antonio, je m'en souvenais parfaitement, était B positif. Nous en avions ri à l'époque, en disant que nous étions totalement incompatibles. J'ai froncé les sourcils. C'est étrange, ai-je dit à l'infirmière. Je croyais qu'il était B positif. L'infirmière a haussé les épaules. Les gens se trompent souvent, j'ai essayé de ne pas y penser. La seule chose qui comptait, c'était Léo. Par miracle, le sang d'Antonio était compatible. Léo a reçu sa transfusion. Il a été sauvé, pour l'instant. Mais la question de la greffe restait en suspens. L'hôpital a lancé une recherche de donneurs compatibles. Et pour cela, ils avaient besoin de l'identité officielle et complète du père. Une assistante sociale est venue nous voir. Elle était douce, mais ferme. Monsieur, pour les registres internationaux, nous avons besoin de vos papiers d'identité. Une carte d'identité, un passeport. Il a secoué la tête. Il n'avait rien. Dans ce cas, nous allons devoir procéder à une vérification d'identité par empreinte digitale. C'est la procédure standard. Nous avons besoin de votre nom complet. Il est resté silencieux. Je suis intervenu.
Il s'appelle Antonio Rossi, ai-je dit. L'assistante sociale a noté le nom. On lui a pris ses empreintes. Nous aurons les résultats d'ici 24 heures, a-t-elle dit avant de partir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le doute, ce petit serpent que j'avais étouffé pendant des mois, commençait à siffler dans ma tête. Et si ce n'était pas lui? Mais alors, qui était cet homme que j'aimais, le père de mon enfant? Le lendemain matin, ce n'est pas l'assistante sociale qui est venue. Ce sont deux hommes en costume sombre, accompagnés du directeur de l'hôpital en personne. Ils avaient l'air incroyablement sérieux. Ils ont demandé à me parler, seul d'abord. Madame, a commencé l'un d'eux, qui s'est présenté comme étant l'avocat de la famille Chevalier. L'homme que vous connaissez sous le nom d'Antonio Rossi, ne s'appelle pas comme ça. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Ces empreintes ont correspondu à un dossier de personnes disparues. Il a fait une pause. Cet homme s'appelle Mathieu Chevalier. Le nom ne me disait rien. Mais le directeur de l'hôpital a blêmi. Chevalier. C'était le nom d'une des familles les plus riches et les plus puissantes de France. Des industriels, des mécènes, une dynastie. Mathieu Chevalier a disparu il y a 3 ans, a continué l'avocat. Il a eu un terrible accident de voiture. Sa fiancée est décédée sur le coup. Lui a été éjecté. Il a subi un grave traumatisme crânien. Il a été admis dans un petit hôpital de campagne, mais il était en état de choc, confus. Il s'est enfui de l'hôpital quelques jours plus tard, avant que sa famille n'ait pu être contactée. Depuis, nous le cherchons sans relâche. J'étais sans voix. L'homme que j'avais recueilli, l'homme que j'avais cru être mon amour de jeunesse déchu, était l'héritier d'une fortune, un homme brisé par un deuil et une amnésie. Le puzzle s'est assemblé dans ma tête. Sa douceur, sa tristesse, sa confusion face aux photos, sa blessure invisible. Ce n'était pas de la honte. C'était un esprit brisé qui essayait de se souvenir. L'avocat a ajouté, ses parents sont en route. Ils arrivent de Genève. Ils veulent vous voir. Vous, et leur petit-fils. Quand les parents de Mathieu sont entrés dans la petite chambre d'hôpital, c'était comme voir des personnages de film entrer dans la vraie vie. Ils étaient d'une élégance et d'une dignité incroyables, mais leur visage était marqué par des années d'angoisse. Quand ils ont vu Mathieu, assis près de moi, tenant ma main, sa mère a fondu en larmes. Mon fils, mon Mathieu, elle s'est approchée de lui, a touché son visage. Mathieu la regardait avec une expression de confusion, mais aussi de reconnaissance. Comme s'il voyait un visage sorti d'un rêve lointain. Puis, ils m'ont regardé. Je m'attendais à de la suspicion, du mépris. J'étais l'infirmière qui était tombée enceinte de leur fils amnésique. Mais il n'y avait que de la gratitude dans leurs yeux. Madame, a dit le père, sa voix brisée par l'émotion. Il n'y a pas de mots pour vous remercier. Vous avez sauvé notre fils. Vous lui avez donné un refuge, une famille. Vous lui avez donné un fils. C'est à ce moment-là que ma propre mère a choisi d'entrer. Elle n'était pas venue pour voir son petit-fils. Elle était venue pour me faire la morale une dernière fois. Julia, a-t-elle commencé, sa voix stridente résonnant dans la chambre. J'ai appris pour le bébé. J'espère que tu es fière de toi. Un enfant sans nom, sans avenir, le fils d'un. S'est arrêté net. Elle venait de voir le couple qui se tenait près de mon lit. Elle a reconnu Monsieur Chevalier, l'un des plus grands capitaines d'industrie d'Europe, qu'elle avait vu dans les magazines économiques. Son visage a changé de couleur. Elle est passée de la colère à l'incrédulité, puis à une panique abjecte. Le père de Mathieu s'est tourné vers elle. Pardon, madame, vous êtes? Je suis la mère de Julia, a-t-elle bafouillé. Monsieur Chevalier a froncé les sourcils. Alors vous êtes la grand-mère de mon petit-fils. Et vous parlez de lui comme d'un enfant, sans avenir. Laissez-moi vous dire, madame, que cet enfant est l'héritier de l'Empire Chevalier. Et que sa mère, votre fille, est la femme la plus courageuse et la plus admirable que j'ai jamais rencontrée. Elle a montré une compassion et une noblesse de cœur que vous ne semblez manifestement pas posséder. Ma mère est restée là, la bouche ouverte, anéantie. Toute sa vision du monde, basée sur l'argent et le statut social, venait de s'effondrer. L'homme qu'elle avait traité de déchet, de moins que rien, était le gendre dont elle n'aurait jamais osé rêver. Et elle venait de se couvrir de honte devant lui. Elle a fait demi-tour et a fui, sans un mot de plus. L'histoire s'est terminée comme dans un conte de fées, mais un conte de fées réel. Mathieu, entouré de l'amour de sa famille retrouvée et du mien,
a lentement commencé à recouvrer la mémoire. Il ne sera jamais plus l'homme insouciant d'avant son accident, mais il est devenu un père et un compagnon merveilleux. Et surtout, il s'est avéré être un donneur de moelle parfaitement compatible pour Léo. Notre fils est aujourd'hui un petit garçon en pleine santé. Et le vrai Antonio? Il y a quelques mois, il m'a contacté. Il avait vu un article sur l'incroyable histoire de l'héritier chevalier retrouvé. Il a compris. Nous avons parlé au téléphone, longuement. Il était heureux. Il s'était marié, il était devenu un ébéniste reconnu. Il était heureux pour moi. Nous avons pleuré un peu, sur la beauté et la tristesse de notre premier amour. Et nous nous sommes dit adieu, pour de bon cette fois. La porte s'est enfin fermée, sans grincer. Parfois, la vie nous met sur un chemin que nous ne comprenons pas. Je pensais réparer une erreur du passé en secourant celui que je croyais être Antonio. En réalité, sans le savoir, je construisais mon avenir. J'ai suivi mon cœur, contre l'avis de tous. Et mon cœur, pour une fois, avait bien mieux vu que mes yeux. Mon histoire est celle d'une incroyable méprise. Mais c'est surtout l'histoire de la compassion. La compassion qui m'a poussé à tendre la main à un inconnu, et qui m'a rendu un amour, une famille et un bonheur que je n'aurais jamais cru possible. Elle nous rappelle que derrière chaque visage abîmé par la vie se cache une histoire, et que le plus grand des trésors est parfois caché sous les haillons de la misère. Si ce récit a touché ton cœur, si tu crois que la bonté est la plus grande des clairvoyances, alors rejoins notre communauté. Abonne-toi pour que la flamme de l'humanité continue de briller. Active la cloche alarme pour ne jamais manquer une histoire de destin. Et laisse un like pouce levé si tu penses que le plus bel amour est celui qui ne juge pas. Merci de ton écoute si précieuse. Prends soin de toi, et n'oublie jamais d'écouter la voix de ton cœur. Parfois, elle en sait bien plus que la raison. À très bientôt. Merci.